fabriquer votre électricité, faites appel à un surdoué. Honda EX 350, le groupe surdoué. ICL. 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 ICL à la pointe de l'informatique. Luc Saint-Alban, l'autre façon d'être bien. Dans le sillage des Formule 1, dans le rugissement des gros cubes, Automoto. Sur les traces des rallyes, sur l'asphalte des circuits, Automoto. À la recherche de l'exploit, à la poursuite des enduros, Automoto. Au quart de tour, sur tous les terrains, Automoto sur la une. Et ce soir, boxe à la une pour le titre de champion du monde des poids welter. Tyrone Trice rencontre Simon Brown, commentaire Thierry Roland et Alain Teller, dans Minuit Sport à partir de minuit 5. Sous le soleil de Chicago, la mauvaise graine fleurit et prolifère. Le syndicat du crime tente un piège à Elliot Ness, mystère et balle de Colt à 1h20 avec les incorruptibles. Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Sylvie Joly, Popek, Maurice Baquet pour une nuit d'humour à l'Olympia, présentée par Eva Darlan et José Arthur, et ceci à partir de 2h05. Mais tout de suite une dernière, Joseph Poli. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Veillée d'armes pour les législatives. Nous parlerons de la campagne avec Michel Cotta. En Nouvelle-Calédonie, la tension reste vive après l'assassinat de 3 gendarmes. En Corse, ce sont également des gendarmes qui servent de cible à l'ex-FLNC. Il n'y a que des blessés, heureusement. Enfin, pour les otages français au Liban, ce n'était pas encore l'heure de la libération, mais rien n'est perdu. Mais commençons par les 8e de finale de la Coupe de France de football avec Christian Vella. Christian Vella, il n'y a pas beaucoup de surprises. Créteil, la Cendrillon a disparu. Bêtement. C'est ça, Joseph. On était ce soir au second tour des 8e de finale de la Coupe de France et on ne peut pas dire que les petits candidats aient chamboulé la hiérarchie de notre football national, même si 4 clubs de première division se soient qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Créteil, le petit poussé, est tombé au champ d'honneur face à Châtellerault à Saint-Ouen. Quant à Sochaux, on peut dire qu'il a réalisé l'exploit de la soirée en battant Montpellier au Stade Bonal. L'équipe locale qui n'avait pu se départager au match aller 2-2 était toujours dos à dos à la fin de la première mi-temps. Mais 5 minutes après la reprise, cet incident devait mettre Montpellier en position de faiblesse. L'arbitre, M. Delmer, expulsait Guédé et les joueurs de Montpellier se retrouvaient à 10 pour faire front aux ambitions des Sochaliens. Guédé de retour au vestiaire. De l'ambition, les Sochaliens n'en manquaient pas, histoire de prouver que des leaders d'un championnat de 2e division sont tout à fait capables de rivaliser avec une des équipes en vue du championnat de première division. En 3 ou 4 occasions, Albert Russe se retrouva en très mauvaise posture, mais à chaque fois, les jeunes joueurs de Sochaux ne surent pas profiter de leur avantage numérique. Jusqu'à la 75e minute, à ce moment-là, Pelletier transperce la défense de Montpellier. Il adresse un centre en destination de Paille. Paille qui marque le but du bonheur pour Sochaux. Une toile d'un défenseur montpelliérain, Rust rate la balle et Paille est là pour marquer le but de la qualification. Pour les quarts de finale, Sylvester Takac peut être satisfait. À Saint-Ouen, Créteil, le petit poussé de la Coupe de France en blanc, et Châtellerault étaient du même calibre, de même valeur et avaient les mêmes prétentions. Cela avait donné un match nul 0-0 à l'aller et cela nous valut un match retour encore plus nul 0-0 à la fin du temps réglementaire. 2 prolongations bien plus soporifiques que les 90 minutes initiales ne changèrent strictement rien à l'affaire. On se demande bien encore comment les nombreux spectateurs qui garnissaient les tribunes de Saint-Ouen réussirent à ne pas sombrer dans le sommeil le plus profond au cours de cette partie qui ne méritait vraiment aucun vainqueur. Ici, Créteil attaque
mais en vain. Toutefois, une lueur d'espoir, tout à la fin des prolongations, avec ce tir de Lecouvreur sur le poteau début de Créteil. Et on en vint à la séance interminable et insupportable des tirs au but. Le Mar pour Créteil, 1-0. Patry, égalisation pour Châtellerault. Martin pour Créteil, arrêt de Garcia, Châtellerault qualifié. Justier pour Châtellerault, arrêt de Sidène, Créteil égalise. Et c'est au tour de Garcia, le gardien de but de Châtellerault, de devenir justicier. Garcia marque, Châtellerault qualifié. Kerr pour Créteil. Arrêt de Garcia, et c'est Châtellerault qui se qualifie pour les quarts de finale. Adieu Créteil, bon vent à Châtellerault, et à son gardien, Garcia, le héros de la soirée. Peu de buts marqués au cours de ces huitièmes de finale retour. Les qualifiés Nice, première division, Lille, Lens, Metz, tous de première division. Et les 4 clubs de deuxième division, Sochaux, Reims, Quimper, Châtellerault. Le tirage au sort des quarts de finale se fera demain dans Téléfoot en direct depuis Clairefontaine. Voilà Joseph. Merci Christian. Alors en tennis, on espérait une finale franco-française. Eh bien, ce n'est pas du tout ça qui est arrivé. Noah et Tulane ont été battus par plus fort qu'eux. Christian Van Rijswijk. À Monaco, les incidents pour contestation d'arbitrage se suivent et se ressemblent. Hier, beaucoup estimaient que Lecomte avait été volé d'1 point en faveur de Noah. Cet après-midi, il semble bien que Noah ait été escroqué à son tour. Après l'incident, Noah réussira à bien revenir dans le match. Il s'inclinera malgré tout devant le Tchèque, 4-6, 7-6, 6-3. Ce qui est rassurant, c'est qu'à 4 semaines de Roland Garros, Yannick Noah tient la forme. Seconde demi-finale de la journée, Thierry Tulane opposé à Martin Reité. Le Français ne tiendra que 2-7 face à l'Argentin, 6-4, 6-2. Martin Reité rencontrera en finale demain le number 1, prochainement naturalisé américain, Ivan Lendl. Vous serez plus de 38 millions demain à être appelés à voter, comme l'on dit, pour élire un président. Depuis 1962, date à laquelle vous avez décidé, par référendum, que le président serait élu au suffrage universel, vous en avez élu 4. En 65, Charles de Gaulle, en 69, Georges Pompidou, en 74, Valéry Giscard d'Estaing, et en 81, François Mitterrand. Demain et dans 15 jours, ce sera le 5e. Ouverture des bureaux à 8 heures, fermeture de 18h à 20h. Renseignez-vous avant de voter. Alors, Michel Cotta, parlons un petit peu de la campagne, puisqu'on ne fait plus de commentaires politiques. Alors, je voudrais m'adresser à celle qui est, au fond, qui est toujours restée une journaliste politique, comme l'on dit. Quels enseignements vous tirez de cette campagne? Je crois que la télévision a beaucoup influencé les candidats. Je crois qu'on pourrait dire essentiellement qu'il y a trois rôles importants. Le premier, c'est celui des sondages. Je crois que c'est la première fois où les sondages ont joué ce rôle-là dans la campagne. Vous savez qu'il y en a eu beaucoup qui sont à peu près concordants à l'heure qu'il est, ou qui étaient à peu près concordants en fin de la semaine dernière, mais enfin, le rôle des sondages a été tout à fait capital. Le deuxième point, c'est une campagne qui n'est pas idéologique, ou qui l'a très peu été. Ce n'est plus la campagne de 81 avec d'un côté le socialisme, de l'autre le libéralisme. C'est une campagne où chacun a joué au centre. C'est le deuxième point. Et le troisième, c'est que la télévision a joué un rôle tout à fait capital, puisque non seulement les meetings ont eu l'air, sont apparus comme des émissions de télévision, mais aussi que l'heure des meetings a été conditionnée par l'heure des journaux télévisés, et aussi que le décor des meetings était tout à fait un décor digne des grands plateaux de la télévision. Alors, quittez votre casquette, votre chapeau de journaliste et prenez maintenant votre chapeau de directeur de l'information. Nous, à notre stade de journaliste, nous n'avons pas eu de problème. Nous sommes sentis très à l'aise au cours de cette campagne. Mais est-ce que vous, dans le silence de votre cabinet, vous n'avez pas reçu beaucoup de téléphones, beaucoup de pression? Non, en dehors des coups de téléphone de gens qui sont mécontents dans les campagnes électorales, mais ça paraît tout à fait normal. Et puis le problème est qu'il n'y ait pas de c'est pas qu'il n'y ait pas de coup de téléphone, c'est qu'on puisse résister. Eh bien, non, je crois que cette campagne a été une des plus libres, en tout cas, qu'ait connue la Ve République. Au fond, on a calculé que depuis 1949 c'était la date du premier journal télévisé en France,
on s'est dit qu'il n'y avait pas d'élection qui s'était passée plus calmement au niveau des salles de rédaction. Alors peut-être pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a plus de chaînes naturellement qu'avant, il y a plus de télévision qu'avant, et aussi que la cohabitation a créé un espèce de système dans lequel personne et tout le monde essaye de peser sur l'information. Bref, je trouve que les journalistes sont tout à fait les gagnants de ces élections. Et si vous aviez été encore présidente de la haute autorité, au fond, vous auriez été assez contente. Absolument. Alors, à propos de chapeau, tirons un coup de chapeau aux hommes politiques qui ont de l'humour, plus encore qu'on ne le croyait. À propos du Bébé de Show, lorsqu'on a vu les premières émissions du Bébé de Show, bon, on a dit ça ne va pas durer longtemps, eh bien on s'était trompé. Oui, de toute façon, c'était difficile d'interrompre une émission de ce genre. Donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les hommes politiques sont pas vraiment bien traités. Ils ne sont pas épouvantablement maltraités, mais ils ne sont pas très très bien traités dans cette émission, qui est une émission humoristique. Depuis toujours, on était habitué à ce que les journaux écrits publient des caricatures et des dessins. Même Le Monde publie des caricatures et des dessins humoristiques. Mais on n'était pas habitué à ce qu'une campagne électorale se traite au premier chef, il faut bien dire, à la télévision sous cette forme-là. Et bien, tant mieux. C'est une évolution. D'ailleurs, je vais vous dire une surprise peut-être demain soir, c'est qu'on aura peut-être le Bébé de Show de la soirée des élections. Bon, eh bien, rendez-vous à demain soir. Demain, en effet, nous serons en première ligne pour les résultats, vous vous en doutez. À 19h30, le journal avec Bruno Mazur, et dans la foulée, à 19h50, la grande soirée de résultats et de débats animée par Patrick Poivre d'Arvor, Michel Cotta, les journalistes du Point et de RTL. À 20h pile, la première estimation, le premier résultat qui vous apprendra tout sur le premier tour. En Nouvelle-Calédonie, les gendarmes pris en otage sont toujours introuvables et les incidents se sont multipliés pendant toute la journée d'hier entre les deux communautés. Par ailleurs, Bernard Ponce, le ministre des Dom-Tom, est parti pour le territoire après la réunion d'un conseil restreint à Matignon ce matin autour de Jacques Chirac. Voyons maintenant avec Axel Girard le récit des derniers événements. Comment ? Bon. Des troupes de gendarmerie, l'annulation des élections et enfin la nomination d'un médiateur chargé de discuter d'un référendum d'autodétermination des Kanaks. Alors que le Haut-Commissariat restait muet, la gendarmerie a annoncé qu'aucune négociation n'avait été engagée. Sur la Grande Terre, des incidents ont éclaté à plusieurs reprises. À Canala, sur la côte Est, Henri Morini, chef de la sécurité du RPCR, a été grièvement blessé lors d'une embuscade où deux sympathisants de son parti ont eux aussi été atteints, mais plus légèrement. À Yenguéné, fief de Jean-Marie Djibaou, des affrontements ont éclaté après un meeting. Les Kanaks armés de pierres ont été dispersés par les gendarmes mobiles à l'aide de grenades lacrymogènes. Enfin, à Nouméa, la police a saisi des explosifs lors de l'interpellation de 4 indépendantistes. Veuillez nous excuser pour la défaillance du son au début du sujet. Et à l'heure de ce journal, on doit commencer à voter en Nouvelle-Calédonie. On vote, scrutin jumelé, vous le savez, pour les présidentielles et pour les régionales. Nous allons rejoindre Florence Descamps sur place pour savoir quel est le climat ce matin là-bas. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Nouvelle-Calédonie. Les électeurs auront à procéder aujourd'hui à un double scrutin, premier tour des présidentielles et élections régionales. Depuis longtemps déjà, à Nouméa, les électeurs attendent devant les bureaux de vote où toutes les mesures de sécurité ont été prises. Dans la nuit, les équipes de déminage sont venues vérifier les locaux. Des lampes de secours ont été prévues au cas où le FLNKS ferait à nouveau sauter un transformateur électrique. Bien que des coups de feu aient été tirés hier dans le quartier mélanésien, Nouméa est l'endroit le moins concerné par les incidents qui émaillent le territoire depuis 48 heures. Mais les habitants de la ville sont pressés d'aller voter pour en finir. Oui, je viens d'apprendre que sur la côte ouest, il y a eu encore des barrages, des coups de feu et qu'un gendarme a été légèrement blessé. Mais à l'heure actuelle, justement, les gendarmes sont décidément les cibles privilégiées des terroristes. C'est ainsi qu'en Corse, près de Calvi, une voiture piégée a explosé lors du passage d'une fourgonnette de gendarmerie. Il y a 5 blessés, 5 gendarmes, et c'est la première fois que l'ex-FLNC utilise ce procédé pour s'en prendre aux forces de l'ordre. De Calvi, Alex Panzani.
gendarmes très gravement blessés, 4 autres sérieusement atteints et brûlés sur diverses parties du corps, tous évacués par avion sanitaire. Le premier attentat à la voiture piégée en Corse était destiné à tuer. La mise à feu de la charge explosive reliée à 2 bouteilles de gaz dissimulées dans une fourgonnette sur la route de Calvi a sans doute été actionnée à distance au moment où l'estafette de gendarmerie passait à proximité. Un attentat revendiqué par l'ex-FLNC. Dans sa revendication parvenue par un canal habituel, l'organisation séparatiste corse fait notamment référence à la situation qui règne en Nouvelle-Calédonie. Mais cet attentat, après ceux visant des policiers, peut aussi apparaître comme une riposte aux dernières arrestations. Une spirale de la violence qui ne surprend pas les milieux nationalistes, même les plus modérés. Une fois de plus, la gendarmerie vient d'être durement éprouvée en Corse. C'est un nouveau pas dans l'escalade du terrorisme. Mais la rapidité avec laquelle l'organisation clandestine a revendiqué cet attentat montre qu'elle tenait à le signer avant le scrutin de demain. Alors on y croyait un peu, même beaucoup. Le petit avion qui a conduit hier à Beyrouth les négociateurs français est revenu à Paris sans les otages. C'est une déception que l'on espère momentanée. De Beyrouth, Jean-Pierre. Hier soir, les forces spéciales libanaises affirmaient que le marché était conclu avec les ravisseurs. De leur côté, les Syriens qui tiennent le secteur musulman de Beyrouth-Ouest prétendaient que le dénouement était proche. L'arrivée hier soir du Falcon 50 avec à son bord l'émissaire de Charles Pasqua concrétisait brusquement tous ses espoirs. Les négociations se sont poursuivies toute la nuit. Des négociations que l'on imagine très difficiles. L'avion spécial envoyé de Paris a fait un aller-retour à Chypre. Et puis en fin de matinée, les négociateurs sont repartis les mains vides. Alors bien sûr, toutes les rumeurs circulent. Certains ici à Beyrouth prétendent qu'au dernier moment, les ravisseurs ont fait monter les enchères, créant une situation inacceptable pour la France. D'autres, que c'est un baroud d'honneur et que l'accord passé entre la France et l'Iran devrait permettre dans les heures qui viennent une libération de nos otages. Tripoli, la seconde ville du Liban, a connu aujourd'hui l'un des attentats les plus meurtriers depuis 1985. Une camionnette piégée a explosé en plein milieu du marché aux légumes. Vous voyez les images, elles sont épouvantables. Ce fut un vrai massacre, disent les témoins. Des commerçants et des acheteurs ont été déchiquetés à l'heure de pointe. Il y aurait plus de 50 morts et une centaine de blessés. Tout le quartier a été bouclé, mais la police ne dispose ce soir d'aucun indice pour identifier les auteurs de l'attentat. Et toutes les hypothèses sont permises. Le tiercé, pour gagner aujourd'hui, il fallait jouer le 6, le 4, le 16, les rapports 10 402 francs 50 et 716 francs 50, carte et plus, 6, 4, 16, 14, rapport 55 122 francs 60 et 1243 francs, je crois que le 13 n'est pas parti. Le loto, pour gagner, il fallait cocher le 12, le 16, le 34, le 39, le 47, le 49, numéro complémentaire, le 8. Et pour terminer, le théâtre. Paul Claudel a la réputation d'être un auteur austère. Et pourtant, il sait avoir de l'humour. Dans l'un de ses ouvrages, il imagine Judas soliloquant et Ponce Pilate donnant ses impressions sur le procès de Jésus. 2 textes qui montrent que Paul Claudel était capable d'avoir une verve chansonnière. Dominique Darzac. Je ne sais pas quelle objection vous pouvez avoir à ce que Pilate, à 3 heures de relevé, ce qui était pour les anciens la 9e heure, se trouva profondément endormi. Il ne faut pas oublier que c'était un fonctionnaire colonial et que par conséquent, la sieste était pour lui une impérieuse habitude. J'étais ce que l'on appelle un bon administrateur. C'était là ma spécialité. Évidemment, c'est plus distingué de ne pas toucher à l'argent. Il faut tout de même qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Et que ce ne soit pas le plus manchot. Judas était un bon gestionnaire et Pilate un parfait fonctionnaire. Réfugiés derrière leurs compétences et leur bon sens, tous deux tentent de justifier leur acte. Ça n'est pas en poète, mais en chansonnier que Claudel regarde ces 2 casseurs de Dieu. C'est sans doute la raison pour laquelle le spectacle a des saveurs de cabaret. Le cabaret claudélien, quand on a travaillé, ça nous a donné 2 voces, en fait. C'est-à-dire de raconter que ce texte, ça pourrait être un texte de De Vos. Ça a à peu près cette qualité-là, et en même temps, la simplicité du rapport du cabaret.
Si ces sauvages ont vraiment sacrifié leur dieu, c'est leur affaire. Et je m'en lave les mains. Que son sang, comme ils disent malproprement, leur tombe sur la tête. Mais Dieu à moi, ce sont ces 5 bons petits lards administratifs qui m'ont toujours fourni un bon service moyen au cours de mes déplacements. Nous étions toujours au moins 13 à table, sans parler de l'imprévu. Pour tenir la bourse, il fallait un homme qui sût tout ce que l'on peut tirer d'un denier d'argent. Nourrir 13 personnes avec un denier d'argent. C'est presque aussi difficile que d'en alimenter 5000 avec 2 petits poissons. Voilà, les prochains rendez-vous avec l'information, 7h. Bonjour la France, bonjour l'Europe, présenté par Jean Offredo. 13h, Bruno Mazur. 19h30, le même Bruno Mazur, avant la clôture définitive du scrutin. Et maintenant, la météo et la boxe. Et les incorruptibles. Bonne nuit à tous et à tous. Si j'osais, je vous dirais que nous avons pour demain une météo de 2e tour, à savoir une France vraiment partagée en deux. C'est vrai, mais je n'ose pas le dire. Nous avons un anticyclone ici qui protège bien le nord du pays et une dépression au sud. L'anticyclone empêche cette dépression d'aller au nord, ce qui fait bien entendu qu'elle reste au sud. Et de la confrontation entre de l'air frais et de l'air doux, eh bien naissent ces orages, ces lignes de nuages qui s'en vont progressivement vers l'est. Et vous constatez que le ciel est très agité sur l'Atlantique. Quel temps aurons-nous cette nuit et demain matin? Celui-ci, savoir. De l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon, à l'extrême sud-est et à la Corse, un ciel très nuageux avec des ondées localement orageuses, même cette nuit. Et puis, sur le nord du pays, la moitié nord, la frontière, c'est la Loire. Du beau temps, ça, pas de problème, ciel clair. Et entre les deux, une zone de nuages sans précipitation avec un renforcement des vents d'est-nord-est ici dans la région lyonnaise. Les températures prévues pour demain matin sont encore en baisse par rapport à cette nuit. 0 degré à Lille, 0 degré à Reims, 2 à Strasbourg, 1 à Nancy, 4 à Paris, 2 à Rouen, 5 à Cherbourg. Je pourrais continuer comme ça. Vous voyez que donc sur un grand quart nord-est, c'est très frais. Une certaine douceur océane ici, jusqu'à 9 degrés à Biarritz. Et la franche douceur méridionale près de la Méditerranée, c'est normal, 11 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, ça s'arrangera quand même nettement pour le sud, car vous voyez que le soleil gagne progressivement vers le Poitou-Charentes, vers l'Aquitaine, mais les vents continuent de souffler relativement fort, toujours dans la région lyonnaise, sur le massif central, en liaison avec la dépression ici, qui continuera à donner des pluies par intermittence sur la Méditerranée et la Corse. Côté température, pour demain après-midi, ça n'est pas terrible. Stationnaire par rapport à aujourd'hui au sud, en baisse au nord, de 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à Paris, et de 13 à 18 degrés au sud, 18 à Bastia. C'est cela l'élément important pour demain, savoir que donc nous avons un franc rafraîchissement des températures sur le nord du pays. Alors mettez un petit pull et bonne nuit. GMF, la sauvegarde, premier assureur des particuliers. En exclusivité avec RTL, Le Point, en collaboration avec Ipsos, dimanche 19h50, TF1, Ville Événement. Et dès 20h sur TF1, les résultats les plus rapides, les réactions des personnalités qui comptent, les commentaires les plus à chaud, c'est sur TF1 pour la grande soirée spéciale élection. Dimanche, 19h50, TF1.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Palais des Sports de Berck-sur-Mer pour le championnat du monde des poids welter IBF entre le Jamaïcain Simon Brown et l'Américain Tyrone Trice. Championnat du monde prévu en 15 reprises de 3 minutes et qui va se présenter sous le signe du punch. Une catégorie reine que cette catégorie des poids welter à l'Intellier sur laquelle vous vous êtes arrêté. Et deux garçons qui s'inscrivent donc dans cette grande catégorie des welter, et la télévision américaine CBS qui est présente ce soir nous a prêté, vous allez le voir, une compilation de ces grands welter, en commençant par Sugar Robinson, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, à l'époque où ils étaient welter. Et nous allons voir très rapidement ces garçons qui ont précédé la catégorie dans laquelle s'inscrivent évidemment Simon Brown, le Jamaïcain, et Tyrone Trice, l'Américain. Personne n'a oublié évidemment Sugar Ray Robinson. The legendary Roberto Duran came up from the lightweight rank and brought his hands of stone with him. And Thomas Hearns first made his mark as a welter, en route to becoming the first fighter to win titles in 4 weight classes. Now a new generation includes Simon Brown, the Jamaica native and former AAU champ who has worked his way up to #1 in the IBF rankings. Today on the Budweiser Boxing Series, we'll see him battle knockout artist Tyrone Trice. At stake, the IBF World Welterweight Championship. Deux boxeurs donc bien dans la lignée de tous ceux que nous avons vus avant eux. Et avant que Simon Brown et Tyrone Trice ne montent sur le ring, peut-être des images que vous avez tournées à l'Intellier de ces deux boxeurs. Voilà l'opposition de deux garçons et la surenchère verbale qui précède tout combat. C'est le champion de sa rue. Une rue de New York où très tôt, très vite, il apprend à utiliser ses poings. Vainqueur des Golden Gloves, il dispute 200 combats amateurs avant de passer pro. Tyrone Trice est né en octobre 63. Il a disputé 28 combats, remporté 27 victoires, dont 23 par KO, et compte une défaite devant Freddie Pendleton. Tyrone Trice est un démolisseur. Son point fort est le crochet du droit. Trice ne connaît pas le doute et estime que sa destinée est dans ses poings, entre ses poings. C'est impossible, je ne peux pas perdre devant Simon Brown. Son entraîneur est tout juste capable de nettoyer mes chiottes et son sparring de laver ma voiture. Lorsque Simon Brown est sur le pied de guerre, il choisit la tenue de circonstance qu'il garde jusqu'à l'heure du combat. Né en août 63 à la Jamaïque, Brown a disputé 25 combats, remporté 24 victoires, dont 18 par KO, et compte une défaite face à Marlon Starling. Ici, il rend visite aux jeunes handicapés de Berck. Vous le voyez, ce sont des gens merveilleux. Habituellement, ils ne peuvent pas s'offrir une place de boxe et cette fois-ci, ils vont pouvoir venir, participer, ils vont pouvoir s'amuser. Enfin, bref, tout ça en même temps. Alors que nous revenons après ce court sujet, mais bon sujet d'Alain-Teller ici au Palais des Sports de Berck, où le Jamaïcain Simon Mantequilla Brown est déjà sur le ring. Le temps donc de voir ce qui s'est passé ce midi au moment de la pesée. La ceinture de champion du monde, Simon Brown, 66 kg 100. Une pesée qui a eu lieu très tôt ce matin à 9 h et aucun écart entre les deux boxeurs, ce qui est très rare. 66 kg 100, l'un et l'autre de ces deux champions. Vous avez reconnu le maire de Berck, monsieur Vilquin, qui porte la ceinture de champion du monde IBF, et Michel Acariès, organisateur avec son frère, l'ex-champion d'Europe Louis, de cette belle soirée de boxe qui se déroule dans le Nord-Pas-de-Calais et dont ce championnat du monde des poids welter IBF va donc être le fleuron. Un championnat du monde placé sous le signe du punch, puisque Simon Mantequilla Brown, que vous voyez ici, qui est âgé de 25 ans, enfin il les aura au mois d'août prochain, a disputé 25 combats, il compte 24 victoires, dont 18 avant la limite et une seule défaite face à Marlon Starling. C'était un championnat des États-Unis des poids welter, et depuis,
Simon Brown a encore progressé. De l'autre côté, Tyrone Trice, qui est né en octobre 1963 à Détroit, ils ont donc pratiquement le même âge, compte 29 combats, 28 victoires, 24 avant la limite et une seule défaite, surprise du reste devant un poids léger, Fred Pendleton. Donc on peut penser logiquement, Alain Teller, que la rencontre de ces deux monstres frappeurs ne devrait pas aller jusqu'au terme des 15 reprises. Et c'est pour ça, devant cette affiche alléchante, que la télévision américaine CBS s'est déplacée ici à Berck, parce qu'elle s'attend à un choc au sommet et à un choc de punchers. Il faut dire que ces parce qu'elle s'attend à un choc au sommet et à un choc de puncher. Il faut dire que ces deux garçons vont tenter de convoiter la ceinture de Lloyd Honeyghan, laissée vacante après sa défaite, et sa seule défaite d'ailleurs,